Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Score Stories. Aujourd'hui, nous allons parler d'un géant de la musique électronique et de la musique de film, un compositeur grec qui a révolutionné le son du cinéma avec ses synthétiseurs. J'ai nommé Vangelis. Vangelis était un véritable autodidacte. Refusant tout apprentissage formel de la musique, il a développé son propre langage musical. Il a par la suite conquis le monde avec ses synthétiseurs, créant un pont unique entre la musique classique, l'électronique et le cinéma. Alors, qui était vraiment Vangelis ? Comment ce jeune grec qui découvrit la musique à 4 ans est-il devenu l'un des pionniers de la musique électronique et le compositeur oscarisé ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Evangelos Odysseas Papathanassiou est né le 29 mars 1943 à Agria, une petite ville côtière de Magnésie, en Thessalie, dans le nord de la Grèce. On est en plein dans la Seconde Guerre mondiale, pendant l'occupation allemande. Il grandit ensuite à Athènes avec sa famille. Son père, Odysseus, travaille dans l'immobilier et est un coureur amateur passionné. Vangelis le décrira plus tard comme un grand amoureux de la musique. Sa mère, Foteni Kyriakopoulou, a été formée comme soprano, et il a un frère, Nikos. À l'âge de 4 ans, il commence à composer sur le piano familial. Il expérimente des sons en plaçant des clous et des casseroles à l'intérieur même du piano. À 6 ans, ses parents tentent de l'inscrire à des cours de musique formels, mais le jeune Evangelos refuse catégoriquement. Il préfère développer sa propre technique, son propre langage musical. Ses parents, compréhensifs, le laissent faire. Au début des années 60, alors qu'il n'a que 15 ans, Vangelis intègre le groupe de jazz The Four Minks. Le groupe connaît un grand succès en Grèce. En 1963, il compose la musique de son premier film, My Brother the Traffic Policeman. Il n'a que 20 ans. Suivront plusieurs films grecs avec les réalisateurs Yorgos Constantinou et Nikos Koundouros. Mais en 1967, un coup d'État militaire instaure une dictature en Grèce. Pour les artistes, l'atmosphère devient oppressante. Vers 1968, Vangelis décide qu'il doit partir. Il quitte la Grèce en compagnie de Demis Roussos et de Loukas Sideras. Leur plan initial est de se rendre à Londres, mais coincé à Paris en pleine période de mai 68, ils décident d'y rester et forment le groupe Aphrodite's Child. Leur deuxième single, Rain and Tears, devient un tube massif à travers l'Europe en 1968. Entre 68 et 69, le groupe sort 2 albums de pop psychédélique, End of the World et It's 5 o'clock. En 1970, le groupe commence à travailler sur un projet ambitieux, 666, un double album basé sur l'Apocalypse. L'album, enregistré entre 1970 et 1971, ne sort que l'année suivante. Totalement en rupture avec leur son pop, c'est un échec commercial. Mais avec le temps, 666 deviendra un album culte du rock progressif. Aphrodite's Child se sépare en 1972. Vangelis est libre d'explorer pleinement sa vision musicale. Il entame l'année suivante une collaboration qui durera toute sa vie avec le réalisateur français Frédéric Rossif. Le premier projet est la série documentaire L'Apocalypse des animaux. La bande originale devient très populaire et lance véritablement sa carrière solo. La même année, il sort son premier album solo, Earth. En 1974, il est approché par le groupe Yes pour remplacer Rick Wakeman.
mais la collaboration ne se concrétise pas. De cette rencontre naît une amitié profonde avec John Anderson. En 1975, Vangelis s'installe à Londres et crée les studios Nemo, qui deviendront son sanctuaire créatif. C'est là qu'il enregistre Heaven and Hell, l'album qui marque véritablement la naissance du son Vangelis. L'album entre dans les charts britanniques et atteint la 31e place. Le troisième mouvement deviendra plus tard le thème de la série Cosmos de Carl Sagan. En 1976 sort La Fête sauvage, un autre documentaire de Frédéric Rossif. La même année, il compose Albedo 0.39, dont le morceau Poolstar devient l'un de ses plus célèbres, utilisé comme générique d'innombrables émissions télévisées. L'année suivante, en 1977, sort Spiral, puis en 1978 Beaubourg, un album très expérimental. C'est en 1979 qu'il sort Opéra sauvage, la bande originale d'un documentaire de Frédéric Rossif sur la faune sauvage. Cet album atteint la 42e place du Billboard 200 et reste dans les charts pendant 39 semaines. Le titre « L'enfant » est poignant et profond. Ce thème sera utilisé 3 ans plus tard par le réalisateur Peter Weir dans son film L'année de tous les dangers en 1982. Bien que la partition officielle du film soit signée Maurice Jarre, c'est l'enfant de Vangelis qui restera dans les mémoires comme le thème d'amour du film. De 1979 à 1986, Vangelis et John Anderson sortent plusieurs albums ensemble sous le nom John et Vangelis, dont Short Stories en 1980 et The Friends of Mr. Cairo en 1981, qui connaissent un grand succès commercial. En 1980, la série Cosmos, une odyssée à travers l'univers de Carl Sagan, est diffusée. La série utilise massivement la musique de Vangelis, notamment le troisième mouvement de Heaven and Hell comme thème principal. La série est vue par des centaines de millions de personnes dans le monde. Cette exposition attire l'attention d'Hollywood. Le réalisateur britannique Hugh Hudson prépare Les Chariots de feu et engage Vangelis pour créer une partition entièrement électronique. Vangelis compose la bande originale en quelques semaines dans son studio Nemo, utilisant principalement son Yamaha CS80. Il réutilise d'ailleurs Hymne d'opéra sauvage, réenregistré en version chorale pour la première course d'Eric Liddell dans les Highlands écossais. Les Chariots de feu sort en 1981 et devient un phénomène. Le film remporte 4 Oscars, dont celui de la meilleure musique pour Vangelis. La bande originale atteint la première place du Billboard 200 pendant 4 semaines. Le single du thème principal atteint également la première place en février 1982. La même année, Vangelis compose pour Missing de Costa Gavras, un thriller politique sur la dictature chilienne. Le film lui vaut une nomination aux Oscars et au BAFTA. Puis en 82, arrive Blade Runner de Ridley Scott. Vangelis regarde les scènes du film sur un écran installé dans son studio et improvise la musique en temps réel. La partition mélange synthétiseur futuriste, saxophone mélancolique, percussion ethnique et ambiance sombre. Mais étonnamment, la bande originale officielle ne sort qu'en 1994, soit 12 ans après le film. Ce film lui vaut des nominations aux Golden Globes et au BAFTA. En 1983, Vangelis compose pour Antarctica de Koreyoshi Kurahara, un film japonais sur l'exploration polaire. Cette partition lui vaut une nomination au Japan Academy Award. En 1984, il compose pour The Bounty de Roger Donaldson avec Mel Gibson et Anthony Hopkins. La même année, sort Sauvage et beau, un autre documentaire de Frédéric Rossif.
On le voit, au début des années 80, Vangelis est au sommet de sa gloire. Pendant le reste des années 80, Vangelis se concentre davantage sur ses albums personnels, mais continue à composer pour quelques films. En 1989, sort Francesco de Liliana Cavani, un film sur Saint François d'Assise avec Mickey Rourke. La même année, Vangelis reçoit le Max Steiner Award. En 1992, il compose une musique pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Barcelone, vue par des centaines de millions de téléspectateurs. Et la même année, sort 1492 Christophe Colomb de Ridley Scott. Le thème principal devient un tube planétaire. L'album atteint la première place en Europe et se vend à plus de 3 millions d'exemplaires. Le film lui vaut une nomination aux Golden Globes. La France le fait chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Il composera également la musique du film La Peste de Luis Puenzo, une adaptation du roman d'Albert Camus. Il compose pour d'autres réalisateurs tels que Wim Wenders et Roman Polanski. En 1995, l'Union astronomique internationale nomme un astéroïde en son honneur, le 6354 Vangelis. Les 2 années suivantes, il remportera 2 World Music Awards. Au début du XXIe siècle, Vangelis continue de composer, mais se fait plus discret. En 2001, il crée l'hymne pour Mythodea, une composition pour la mission spatiale Mars Odyssey de la NASA. L'année suivante, il compose Anthem, l'hymne officiel de la Coupe du monde de football de la FIFA, en Corée du Sud et au Japon. Le morceau atteint le top 5 au Japon et est certifié platine. En 2004, il compose la musique du nouveau film d'Oliver Stone, Alexandre, l'épopée sur Alexandre le Grand avec Colin Farrell. La partition monumentale mêle influences grecques, persanes et indiennes. L'album est certifié platine en Hongrie. En 2007, sort El Greco, un film sur le peintre grec, pour lequel Vangelis compose une partition lyrique et dramatique. En 2016, il sort Rosetta, inspiré par la mission de l'Agence spatiale européenne vers la comète 67P. En 2021, à l'âge de 78 ans, il sort Juno to Jupiter, inspiré par la mission de la NASA vers Jupiter. C'est son 23e et dernier album studio. Le 17 mai 2022, Vangelis meurt à Paris des suites d'une insuffisance cardiaque. Il avait 79 ans. Sa mort provoque une vague d'émotions dans le monde entier. Le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis déclare que Vangelis a donné un son au rêve grec et que sa musique continuera à résonner pour l'éternité. La NASA, quant à elle, publie un hommage sur les réseaux sociaux, reconnaissant que Vangelis était l'un des rares musiciens qui avait accompagné l'exploration spatiale. Au cours de sa carrière, Vangelis a composé pour plus de 50 films et documentaires. Il a remporté un Oscar, été nommé 3 fois aux Golden Globes, reçu le Max Steiner Award, 2 World Music Awards et d'innombrables autres distinctions. Mais au-delà des chiffres et des récompenses, c'est l'héritage de Vangelis qui mérite que l'on s'y attarde. Car cet homme discret, qui fuyait les projecteurs, a profondément transformé la musique de film et la culture populaire. Vangelis a été le 2e compositeur à remporter un Oscar avec une partition entièrement électronique, après Giorgio Moroder pour Midnight Express en 1978. Mais là où Moroder avait créé une partition disco et dynamique, Vangelis a prouvé que les synthétiseurs pouvaient exprimer la grandeur épique, la nostalgie, la spiritualité. Il a légitimé les instruments électroniques comme outil d'émotion profonde au cinéma.
Après Les Chariots de feu, Hollywood a compris que l'électronique n'était pas réservée aux films de science-fiction ou aux thrillers urbains. On pouvait raconter l'histoire d'athlètes britanniques des années 20 avec des synthétiseurs. Cette révolution a ouvert la porte à toute une génération de compositeurs qui mêlent désormais orchestre et électronique. Hans Zimmer, qui cite Vangelis comme influence majeure, Junkie XL, Trent Reznor et Atticus Ross et tant d'autres. Blade Runner a eu un impact encore plus profond. La partition de Vangelis a littéralement défini le son de la science-fiction dystopique pour les décennies suivantes. Ces nappes synthétiques mélancoliques, ce mélange d'Orient et d'Occident, cette atmosphère à la fois futuriste et nostalgique, tout cela est devenu le langage musical du cyberpunk. Des films comme Ghost in the Shell, Matrix ou Akira, et plus récemment Dune de Denis Villeneuve, portent l'empreinte de cette vision sonore. La bande originale de Blade Runner 2049 par Hans Zimmer et Benjamin Wallfisch est un hommage direct à Vangelis. Le compositeur Clint Mansell a déclaré que Blade Runner lui a montré ce que la musique électronique pouvait accomplir émotionnellement. Dans la musique populaire, l'influence de Vangelis est partout. Le thème des Chariots de feu a été samplé par des dizaines d'artistes. L'album 666 d'Aphrodite's Child, longtemps considéré comme un échec commercial, est devenu un album culte du rock progressif. Sa musique, ambiante et atmosphérique, a inspiré toute la scène New Age des années 80 et 90, ainsi que les pionniers de la musique électronique ambiante comme Brian Eno, Klaus Schulze et Tangerine Dream, qui étaient ses contemporains, mais reconnaissaient tous son génie unique. Le thème des Chariots de feu est devenu bien plus qu'une simple musique de film. C'est devenu la musique des Jeux Olympiques et du sport en général. Depuis 1981, ce thème a accompagné pratiquement tous les événements olympiques, des cérémonies officielles aux rediffusions télévisées. Il est joué dans les stades du monde entier, utilisé pour célébrer des victoires sportives à tous les niveaux. Ce morceau est devenu un symbole universel de triomphe, de dépassement de soi, d'excellence sportive. Des millions de personnes qui n'ont jamais vu le film connaissent cette musique et l'associent instantanément à la gloire olympique. C'est un cas rare où une musique de film transcende complètement son contexte original pour devenir un symbole culturel mondial. L'héritage de Vangelis dans le domaine scientifique est tout aussi remarquable. Sa collaboration avec Carl Sagan pour la série Cosmos a accompagné la vulgarisation scientifique la plus influente de l'histoire. Des millions de jeunes ont découvert l'astronomie et les sciences en écoutant les compositions de Vangelis. Plusieurs astronomes et physiciens ont déclaré que c'est cette série et sa musique qui les ont inspirés à poursuivre une carrière scientifique. La NASA a utilisé sa musique pour plusieurs missions spatiales et événements officiels. Sur le plan technique, Vangelis a rendu légendaire le synthétiseur Yamaha CS80. Cet instrument, sorti en 1976 et produit jusqu'en 1980, était complexe et lourd, pratiquement 100 kg. Mais entre les mains de Vangelis, il est devenu l'instrument définitif de l'ère analogique. Sa capacité à créer des sons riches, chaleureux, expressifs, en a fait le synthétiseur préféré de Vangelis pendant des années. Aujourd'hui, le CS80 est l'un des synthétiseurs les plus recherchés et les plus chers du marché vintage. Des fabricants créent des émulations numériques de cet instrument uniquement parce que Vangelis en a fait un symbole. Des compositeurs comme Hans Zimmer possèdent encore un CS80 et l'utilisent en hommage à Vangelis. On l'a vu, la méthode de travail de Vangelis pouvait être improvisée et intuitive, ce qui a inspiré de nombreux compositeurs à faire confiance à leur intuition. Il enregistrait souvent ses partitions en une seule prise,
en improvisant face aux images. Cette spontanéité, cette connexion directe entre l'émotion et le son est devenue une méthode de travail adoptée par d'autres compositeurs. De nos jours, où l'on valorise les diplômes, Vangelis rappelle que le génie peut surgir de la passion pure, de l'expérimentation, de la liberté créative. Lui qui n'a jamais lu la musique couramment, jamais suivi de cursus académique, il a pourtant créé certaines des musiques les plus aimées et les plus durables de l'histoire du cinéma. Nous voilà arrivés au terme de cet épisode consacré à Vangelis. Je vous remercie de l'avoir écouté. Partagez-le et laissez un commentaire pour me dire quel compositeur vous aimeriez découvrir dans le prochain épisode. À très bientôt pour un nouvel épisode de Score Stories.